Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la rubrique Comment ça marche de notre chaîne Artificial Brain. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez bien profité des bons repas et des cadeaux que vous avez pu recevoir et que vous avez fait le plein d'énergie pour aborder de la meilleure des façons cette année 2025 qui commence. J'imagine que pendant cette période de fête de fin d'année, vous avez eu à partager avec vos proches des photos de vous, des vidéos. Vous êtes certainement allé sur les réseaux sociaux pour regarder des posts, pour regarder également des vidéos, pour voir même on tampote, etc. Mais est-ce que vous savez que 99% de ces communications Internet passent par ce qu'on appelle des câbles sous-marins? Pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, il s'agit ici de câbles, comme leur nom l'indique, qui sont entreposés au fond des océans, qui vont permettre de connecter deux continents ou deux points très éloignés. L'histoire des câbles sous-marins commence en 1851, lorsque un câble est posé entre la France et l'Angleterre. Cela permettait d'envoyer des signaux télégraphiques qui pouvaient voyager en quelques minutes d'un point à un autre. Mais aujourd'hui, avec la technologie qui a évolué, leur fonction va être, par exemple, d'assurer le transport de l'électricité ou encore d'acheminer les télécommunications. Dans le cas des télécommunications, on compte environ 559 câbles sous-marins en service. Leur distance varie de quelques kilomètres et pouvant aller jusqu'à 45 000 kilomètres. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ces câbles-là permettent d'assurer les télécommunications? Qu'est-ce qui se cache derrière eux? C'est ce que nous allons donc voir dans la suite de cette vidéo. Nous verrons également les câbles sous-marins qui arrivent au Cameroun, le projet de câbles sous-marins To Africa, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des télécommunications en entourant l'Afrique, ainsi qu'un pays qui n'est connecté à aucun câble sous-marin, du moins d'après mes recherches. Je vous laisse deviner le pays. Nous allons donc voir de quoi sont composés les câbles sous-marins, principalement ceux-là qui permettent d'assurer les télécommunications. Au cœur du câble, on va retrouver plusieurs paires de fibres optiques. Elles peuvent varier entre 8 et 16. L'utilisation d'une paire de fibres optiques ici permet d'envoyer l'information dans deux directions. Notons que chaque fibre optique ici est aussi fin qu'un cheveu et est donc très fragile, car il est généralement à base de silice, qui est une sorte de verre crépure. Il est souvent dopé avec d'autres éléments pour ajuster ses propriétés optiques, sachant que les fibres optiques transportent des informations sous forme de lumière. Et ces informations-là vont voyager à la vitesse de 300 000 km par seconde. Et la quantité d'informations qui peut être transportée par ces fibres optiques peut varier entre 100 et 400 gigabits par seconde. On va ensuite retrouver une sorte d'isolant qui va permettre de protéger le câble. Par la suite, on va avoir un tube en cuivre ou en aluminium qui va permettre de transporter l'électricité. Souvenez-vous, au début de la vidéo, j'ai dit qu'avec des câbles sous-marins, on pouvait aussi transporter l'électricité. Ça veut dire qu'il suffira de remplacer juste la fibre optique par les tubes de cuivre ou d'aluminium et là, on a le transport d'électricité. En plus de ces tubes qui assurent le transport d'électricité, on va retrouver plusieurs couches qui permettent de le protéger. On va par exemple avoir des couches en aluminium, en acier, en polycarbonate et en polyéthylène. Tout cela va permettre de le protéger soit de l'eau qui est salée vu qu'on est en mer ou dans les océans, également des attaques de requins ou aussi parfois des phénomènes naturels tels que des séismes sous-marins. L'installation commence déjà par la planification du trajet. Il s'agit ici d'étudier les fonds marins pour déterminer le meilleur itinéraire. Et pour cela, on va devoir éviter des zones à risque, des zones dans lesquelles on va par exemple rencontrer des failles sismiques. Ensuite, on va passer à la pose du câble. La pose du câble consiste à utiliser un navire câblier, qui est un navire spécialisé pour déposer des câbles de télécommunication, où le câble va être transporté sous forme de bobine et va être déposé dans la mer à une vitesse constante. Une fois que le câble est déposé, on va passer à un ajustement et au contrôle de sa position. Donc, il va s'agir d'envoyer des robots ou des plongeurs qui vont vérifier que le câble est correctement déposé dans l'itinéraire prévu. Ensuite, on va l'enfouir au fond de la mer. Il peut aller jusqu'à une profondeur de 8 mm, c'est-à-dire 8 km au fond de la mer. Une fois déposé, le câble va être surveillé pour détecter d'éventuels problèmes et les opérations de maintenance vont être régulièrement réalisées. Une fois que ces câbles-là sont installés dans l'océan, au niveau des continents, ces câbles-là vont aller vers ce qu'on appelle des stations d'atterrissement. Il s'agit des stations qui vont permettre de récupérer les informations transportées par la fibre optique, qui vont ensuite être converties en ondes radio. Et les ondes radio-là vont se propager, par exemple, dans un territoire et vont permettre de donner accès à Internet aux personnes qui s'y trouvent.
Maintenant que nous avons vu comment les câbles sous-marins sont installés et protégés, il est maintenant question pour nous de voir comment est-ce que ceux-ci font pour transporter nos photos ou nos vidéos pour les amener à l'autre bout du monde. Les informations que nous voulons partager vont être transformées en lumière à l'aide d'un multiplexeur. La méthode qui va être utilisée est le Dense Wavelength Division Multiplexing. Il s'agit en fait du multiplexage de longueur d'onde dense. C'est une technologie qui permet d'augmenter la capacité des câbles en utilisant différentes longueurs d'onde de la lumière pour transmettre des données simultanément sur une seule fibre optique. Pour comprendre ce qui se passe, que ce soit nos emails, nos photos, nos musiques ou nos vidéos, ils sont d'abord convertis sous forme de signaux numériques, c'est-à-dire en une série de 0 et de 1. Ensuite, ces signaux numériques vont être convertis en impulsions lumineuses grâce à un laser ou une LED, où 0 représente la lumière éteinte et 1 représente la lumière allumée. Cette impulsion lumineuse, c'est-à-dire la lumière qui va se dégager du laser, va se propager dans la fibre optique grâce à un phénomène appelé réflexion totale interne. En fait, lorsque la lumière arrive sur les parois de la fibre avec un angle adéquat, elle est entièrement réfléchie à l'intérieur sans sortir de la fibre. Grâce à la formule qui vient de la loi de Descartes sur la réfraction de la lumière, on est en mesure de déterminer quel est l'angle adéquat qu'il faut pour que la lumière reste dans la fibre optique. Comme la lumière perd son intensité sur de longues distances, des répéteurs optiques seront placés tout le long du câble, tous les 100 km à peu près. Ces répéteurs vont être alimentés en électricité et vont permettre d'amplifier le signal lumineux. Elles peuvent aussi nettoyer ces signaux en cas de dégradation. Et une fois sur Terre, comme on a vu, vers les stations d'atterrissement, les informations sous forme lumineuse vont être reconverties en sous forme de photos ou de vidéos afin que nous puissions y avoir accès grâce à nos ordinateurs ou grâce à nos téléphones. Nous allons commencer par quelques avantages. Premièrement, elles ont un temps de latence beaucoup plus bas que, par exemple, des satellites qui sont positionnés dans des orbites géostationnaires. Le temps de latence, par exemple, de ces satellites est de 500 millisecondes, alors qu'avec les câbles sous-marins, on va avoir des latences variant entre 30 et 60 millisecondes. Un autre avantage que fournissent les câbles sous-marins sont, par exemple, la fiabilité et la stabilité. Car avec toute la protection dont elles bénéficient, elle n'est pas sujette à des variations de conditions météorologiques et est aussi loin des différentes interférences d'ondes radio. Comme défaut, la pose d'un câble sous-marin est par exemple très coûteuse, ainsi que sa maintenance. Son coût peut varier entre plusieurs millions et plusieurs milliards de dollars. Nous allons par exemple voir un exemple tout à l'heure avec le câble sous-marin Tour Africa, qui a pour projet d'entourer l'Afrique et d'assurer une meilleure connectivité du continent. On va aussi noter que les câbles sous-marins sont au cœur de la géopolitique, car certains pays peuvent soit saboter le câble sous-marin qui va vers un pays ennemi, ou l'espionner. C'est-à-dire qu'il va se connecter à ce câble-là pour retirer toutes les informations que le pays en question partage. Aujourd'hui, dans le monde entier, au vu des coûts exorbitants, les câbles sous-marins sont très souvent des sortes de copropriétés. C'est-à-dire, on ne va pas trouver un pays propriétaire d'un câble, on va plutôt avoir plusieurs entreprises et des pays qui vont se mettre ensemble pour construire un câble sous-marin. Par exemple, la société qui s'assure des télécommunications au Cameroun, Camtel, est aussi copropriétaire de jusqu'à 4 câbles sous-marins. Et pour ceux qui sont curieux, il faut savoir qu'il y a actuellement aujourd'hui 5 câbles sous-marins qui permettent de desservir le Cameroun en télécommunication. Maintenant, pour finir la vidéo, il est temps pour moi de vous parler du projet Tour Africa. Ce câble sous-marin, lorsqu'il sera terminé, sera le plus long existant, car il va faire une distance de 45 000 km. Il va permettre de connecter jusqu'à 33 pays sur 3 continents, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ce câble-là va utiliser principalement 16 paires de fibres optiques et va permettre de transporter des informations à un débit de 180 terabits par seconde. Il va permettre de connecter environ 3 milliards de personnes sur les 3 continents, ce qui est bien, ce qui est un grand avantage pour l'Afrique quand on sait à quel point Internet est devenu très déterminant dans les économies d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'un des désavantages des câbles sous-marins était leur coût et le projet Tour Africa n'en réchappe pas car le coût du projet s'élève à 36,9 milliards de dollars. Mais heureusement, Tour Africa n'appartient pas à un seul pays, c'est plusieurs pays qui se sont mis ensemble pour pouvoir le réaliser. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que des câbles sous-marins sont en réalité l'autoroute invisible de l'Internet, car on ne les voit pas, c'est une infrastructure qui repose dans le fond des océans, mais sans elle, vous ne serez peut-être pas en train de regarder cette vidéo à l'heure où je vous parle.
Il en reste que c'est une infrastructure qui est très coûteuse. Un seul pays à lui tout seul ne peut pas se lancer dans sa construction et il possède aussi des limites par rapport à sa disponibilité et à l'accessibilité en fait d'Internet en utilisant ce réseau-là. C'est pour ça que le projet, par exemple, Starlink et d'autres projets d'utilisation des satellites à des altitudes très proches de la Terre sont en train de voir le jour afin de faciliter l'accès à Internet pour des personnes qui se retrouvent dans des zones un peu reculées. Je vous ai parlé d'un pays qui n'était connecté à aucun câble sous-marin. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, il s'agit de la Corée du Nord. Ils ont vraiment décidé de se couper du monde dans tous les sens du terme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez pu la regarder jusque-là. Et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et mettre un commentaire, vous pouvez poser des questions. C'est interactif, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir de les répondre. À très bientôt sur Artificial Brain et portez-vous bien.